Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, comme d'habitude, comme tous les jours, j'ai de l'actu à tour de bras. Mais avant de commencer, est-ce que je peux vous demander un petit service, un tout petit service? Je vous invite tous, chacun d'entre vous, à ratatiner le bouton like. Mais oui, allez-y, n'hésitez pas, il est là pour ça. Bon, et maintenant que tout le monde a dégommé ce bouton en forme de pouce, on va commencer tout de suite avec Marine Le Pen. Et surtout, la question que tout le monde aimerait lui poser. Alors messieurs, dames, préparez-vous. En exclusivité, voici la réponse. Madame Le Pen, bonjour. Est-ce que votre garde du corps a vraiment été votre assistant parlementaire ou est-ce que c'était... Non mais lâchez-moi. Mais lâchez-moi enfin. Oh, mais oh, lâchez-moi. Mais ça va ou quoi? Mais lâchez-moi. Ça va pas, lâchez-moi immédiatement enfin, mais vous êtes complètement malade. Vous pouvez pas m'empêcher de poser une question. Marine Le Pen, Mais lâchez-moi. Putain, mais vous êtes en train de faire une merde comme... Lâchez-moi. Ah, je sors. C'est bon? Il agresse les agents de la police. Ah bah non, c'est vraiment pas de chance, on n'aura pas la réponse. Apparemment, cette question agresse les agents de police. Attendez, c'est même pas fini. Deuxième round, le journaliste va retenter sa chance. Attends, je suis accrédité ici, vous pouvez pas m'empêcher de poser une question à Madame Le Pen. Je suis accrédité ici. Donc vous me lâchez et vous vous excusez pour cette violence immédiatement. Vous vous excusez, vous êtes accrédité. Vous avez agressé un officier de police. Non mais plaisant. Arrêtez. Laissez la liberté de la presse. Vous connaissez la liberté de la presse, monsieur? Je posais une question. Vous connaissez la liberté de la presse? Mais depuis quand dans ce pays, on a le droit de faire ça à un journaliste parce qu'il pose une question? Calmez-vous le RN, on n'est pas dans une dictature là. Regardez-moi ça, en 2-2, ils nous ont inventé une agression d'agent de police. Alors, si on leur donne le pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ils vont nous renvoyer dans les années 40, c'est sûr. Bon, et pour rester sur Marine Le Pen, vous savez tous que ces militants avaient menacé la juge qui l'avait condamnée. Et ben vous savez quoi? Ils en ont déjà attrapé un. Et comme prévu, le gars s'est mis à chialer. Oui, absolument. Gérard B, 76 ans, ce retraité d'une entreprise d'informatique, a donc été condamné à 8 mois de prison avec sursis et à une peine de 3 000 euros d'amende. Ce septuagénaire, il avait en effet publié sur son compte X des propos menaçants envers la présidente du tribunal correctionnel qui avait jugé Marine Le Pen et qui avait rendu son délibéré le 31 mars dernier. Il avait assorti ses propos d'une photographie d'une guillotine. Il n'a eu de cesse pendant cette audience de regretter son tweet, de regretter ses écrits. Je n'ai jamais pensé ni écrit des menaces de mort contre qui que ce soit. Voilà ce qu'il a déclaré face au tribunal. Et je vous propose justement d'écouter la réaction de son avocate, Maître Radouani. Elle est au micro de Marjorie Marcillac. Mais effectivement, monsieur est extrêmement choqué de ce qui lui tombait dessus, puisque, je rappelle, il a été jugé sous le mode de la comparution immédiate, donc c'est des procédures qui sont extrêmement rapides. Monsieur a été interpellé, placé en garde à vue et immédiatement présenté à un juge. Je rappelle que c'est un homme d'un certain âge, qui n'a jamais eu affaire à la justice, et donc forcément c'est toujours choquant d'avoir affaire à ce type de procédure, plus encore quand on est dans la situation de monsieur. Et donc, monsieur, effectivement, il ne s'attendait pas du tout à ce que son tweet puisse avoir de telles répercussions sur sa vie et de telles conséquences, effectivement. Donc, on avait un décalage entre le message que monsieur souhaitait faire passer et comment ce message a pu être perçu. Ouais bah, monsieur a fait des menaces de mort et monsieur est un grand garçon, alors monsieur va assumer, puis bah, monsieur va aller se faire foutre. Non mais on est où là? Avoir plus de 70 ans, ce n'est pas un totem d'immunité. Alors pourquoi papy est en train de se victimiser? Assume. Bon, et maintenant on passe à un sujet qui n'a rien à voir. Clémence Guettet sur BFM TV qui nous fait une nouvelle fois une masterclass et qui démasque un racelard. De justice de Vous le avez juger. utilisé le marteau-pilon pour travailler dans votre électorat clientéliste. Vous avez fait ce C'est jeu-là. quoi notre Et je électorat pense que clientéliste, vous avez été monsieur des apprentis C'est quoi sorciers. notre électorat L'électorat clientéliste? musulman dans les Ça, banlieues. c'est une clientèle, Bien sûr. l'électorat Mais bien musulman. sûr, ça a été fait par vous. C'est mais bien raciste sûr. en fait ce que vous dites, oui, bah monsieur. voilà. Parce que C'est non mais toujours l'injonction vous par Alexa. croyez Quand on qu'il discute y a avec que vous, les vous musulmans de renvoyez. ce Ah bah alors pays vous, si qui vous ont me du dites que je suis cœur raciste, pour ce qui se passe vous à êtes Gaza. homophobe, etc. Et c'est ce genre de discours. Monsieur, chez vous croyez qu'il y a que c'est les ce genre de musulmans discours qui sont chez vous, heurtés par ce madame, qui se passe à qui fait que le Gaza? Front National C'est continue de odieux ce monter. que vous dites.
dites. Non, c'est vous qui êtes au Non, voilà. ce sont C'est vous. les, Et vous êtes dangereuse les pour la électeurs République. musulmans, ce n'est pas Vous un êtes électorat dangereuse pour la captif, ce République, sont voilà. des humains qui réfléchissent dangereuse et pour qui la votent pour un République. projet. C'est vous qui êtes dangereux, La monsieur. cinquième- L'électorat musulman, qu'est-ce que c'est que cette salade? Donc, il y a l'électorat, ça c'est les citoyens, les gens normaux, les moldus, et il y a l'électorat musulman. Ah, c'est pas pareil, il faut pas confondre. Le moldu, il va le dimanche, il vote, tandis que le musulman, il va le dimanche, bon, il vote aussi. Et c'est pas pareil, il le fait avec hargne, il a plus faim. Bah déjà, le gars fait le ramadan, ça donne la dalle. Mais la vraie question que je me pose, c'est si vous jouez à ce jeu-là, pourquoi vous le faites pas à fond? Mais allez-y, dites-nous carrément que LFI tente de séduire le méchant, le vilain, électorat algérien. Bah, je me dis, quitte à classifier les électorats de manière raciste, autant en profiter. Bon, et maintenant les amis, on passe à Jean-Michel Apathy qui nous révèle les dessous de la campagne électorale d'Éric Zemmour. Enfin, quand je dis la campagne, c'est plutôt les au pluriel. Écoutez bien, ça risque de vous intéresser parce que, c'est votre argent, messieurs, dames. Il y a eu des nouvelles d'Éric Zemmour, président de Reconquête. Là, il est photographié avec Sarah Knafo, ce sont les deux piliers du parti Reconquête. Et la Commission nationale des comptes de campagne a rendu son verdict sur les comptes de campagne de Reconquête pour les élections européennes de juin 2024. C'était Marion Maréchal qui était candidate. Ils se sont tous fâchés depuis, parce qu'ils se fâchent souvent. Qu'est-ce qu'on apprend en lisant ça? Parce qu'on va rembourser l'argent. Hein, enfin, l'État va rembourser l'argent. Et l'État, il n'a pas d'argent, l'État, c'est notre argent. Qu'est-ce qu'on a appris en regardant les comptes d'Éric Zemmour et de Sarah Knafo? Et que c'est la belle vie, tiens, c'est ça qu'on a appris. Pendant toute la campagne, ils ont fait un petit périple hôtelier. Moi, j'aurais bien voulu le faire, et tiens. Ouais, regarde, Londres, par exemple. Ils ont passé une nuit à Londres, à l'hôtel, je vais te dire ça, parce que moi, j'ai jamais été, l'hôtel du Rubens. 921 € la nuit. Bon, j'espère qu'ils ont bien dormi, elle est pas mal, la chambre. Le lit est très beau, déjà. Hein? Le lit est très beau, jaune, avec c'est les coussins bleus. En plus, comme c'était le printemps, ça va pas être mal. Après, ils sont revenus en France. Alors là, c'est hôtel La Plage à Grande Motte. Et la chambre d'hôtel, quand même, 852 €. Alors là, vous avez les coussins moelleux, le matelas est bon, ça grince pas. Enfin, c'est pas mal, quand même. Toujours pendant la campagne électorale des Européennes. Ils n'ont pas fait beaucoup de voix, en plus, ça coûte cher la voix, là. Hein. Hôtel Les Érelles Saint-Tropez, 2500. Mais en haute saison, ils ont sans doute eu un prix. Hein. Je sais pas combien, hein, ça, mais bon... écoutez, vous avez vu la piscine, si elle est belle. Et là, c'est quoi le truc, voyons? C'est à la Villa Galicie, Aix-en-Provence. Alors, ils ont passé 2 nuits. 1500 €. Pourquoi vous avez passé 3? Ça aurait fait un peu plus de 2000 €, franchement. Puis je crois qu'il y a un dernier truc avec un petit déjeuner où c'était là. Ah oui, alors c'est là. Un yaourt. Oui, alors le yaourt, ils l'ont mis dans les comptes de campagne. Alors, il faut dire qu'il coûte 8 € le yaourt. C'est un peu cher. Ils ont mis 8 balles. Un yaourt à Oui, 8 ils ont balles. présenté un ticket. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais... On a payé un yaourt à Éric Zemmour. À Éric Zemmour, c'est lui qui aurait pris un yaourt au petit déjeuner, mais un yaourt à 8 €. Ah, c'est du super yaourt. On a payé un yaourt à Éric Zemmour. Eh oui, 8 €, tu T'es divises sérieux? par 40 millions de contribuables, on a donné chacun quelque chose. Eh ben c'est déjà Eh ben, trop. on est content. Eh, c'est déjà trop. Ah, d'accord. Ben, voilà. Putain, merci. Donc, on était content de donner des nouvelles d'Éric Zemmour. Ouais, mais très bonne nouvelle. Et c'est une gâche la politique, hein. C'est bien quand même. Hein. Non, mais c'est pas possible, ils se foutent de ma gueule, mais ils sont combien? Ils sont combien? Parce que là, on zoome sur Éric Zemmour, mais combien sont-ils à gratter les mêmes avantages? Après, ça vient nous parler du RSA, ça vient nous parler du chômage, ça vient nous parler des retraites. Mais on est quoi, nous? Des PNJ? Des personnages non joueurs dans votre jeu vidéo? Les mecs ne font que nous répéter de nous serrer la ceinture pendant qu'ils mènent la vie d'Aloca avec notre argent. Et là, faut bien se dire que Éric Zemmour, c'est le quart de la face visible de l'iceberg. Moi, la question que je me pose, c'est et les autres? Et les autres? Éric Zemmour, il a fait 10 voix, il a le droit à ça. Ils ont le droit à quoi, les autres, exactement? Bon, et maintenant, les amis, on va passer à un autre sujet. On va revenir sur notre président qui tient en ce moment des propos plutôt surprenants. Écoutez-moi ça, je vous assure que ce n'est pas de l'IA. C'est vraiment Emmanuel Macron. Les adultes, certains avaient des regards qui portaient l'au-delà de la douleur. C'est-à-dire quand au fond, vous êtes allé au-delà même de l'humanité, quand vous voulez survivre. Il y avait une jeune femme qui avait été blessée à la colonne vertébrale, qui a été restée dans les décombres de septembre à mars. Son regard n'était pas un regard de douleur. Elle avait perdu tous ses frères et sœurs, tous. Devant sa belle-mère qui était là, qui avait perdu 5 enfants, petits-enfants. Son regard n'avait plus de douleur. C'était même pas de la rage. Elle voulait revenir sur sa terre. Et donc, quand on arrive à ce degré-là
l'immense responsabilité que prennent ceux qui font cela, c'est de construire des générations qui auront grandi dans le ressentiment. Mais attendez, ils ont pas internet à l'Elysée ou quoi? Il vient vraiment de découvrir tout ça. Après, mieux vaut tard que jamais, mais le problème, c'est qu'entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a un fossé. Et d'ailleurs maintenant, pour bien vous démontrer l'existence de ce fossé, on va écouter Mathilde Panot poser une question très simple à Emmanuel Macron. Monsieur Macron, avez-vous autorisé le criminel contre l'humanité Netanyahou à survoler l'espace aérien français en violation des obligations internationales de la France? Je vous explique. Mardi, Emmanuel Macron, le président de la République, se trouve en Égypte, aux portes de Gaza. Il parle d'une situation qui n'a jamais été aussi intenable. Il s'émeut du sort des enfants, puisqu'il y aurait au moins 20 000 enfants palestiniens tués par l'extrême droite israélienne, et il s'émeut aussi de voir des dizaines de milliers d'enfants qui se retrouvent amputés, bien souvent orphelins, ainsi que de voir 2 millions de Palestiniens privés d'eau, privés d'électricité, privés d'aide humanitaire et d'aide alimentaire. Mais il se trouve que 2 jours avant, dans la nuit de dimanche à lundi, plusieurs sources médiatiques indiquent qu'il y aurait eu l'autorisation par la France à l'avion de Netanyahou de survoler l'espace aérien français pour aller de la Hongrie de Viktor Orban, donc tenu par l'extrême droite, jusqu'aux États-Unis pour aller voir l'extrême droite états-unienne de Trump. L'espace aérien d'un pays fait partie de sa souveraineté nationale. Or, il se trouve que depuis le 21 novembre 2024, Netanyahou est poursuivi par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale et que la France, comme membre partie du statut de Rome, doit faire respecter ce mandat d'arrêt et donc doit, lorsque Netanyahou est sur son territoire, pouvoir l'arrêter. Plusieurs sources internationales, cette fois-ci, disent que l'avion de Netanyahou a dû faire 400 km de détour puisque l'Islande, l'Irlande et les Pays-Bas, en respect de leurs obligations internationales et du droit international, ont refusé que cet avion survole leur espace aérien. Il faut bien comprendre que le survol d'un espace aérien ne se fait pas pour ce type d'avion par une simple décision administrative. C'est une décision politique qui a été prise, notamment probablement avec des garanties en cas de problème technique pour l'avion, de pouvoir se poser en France et donc d'avoir des garanties de ne pas être inquiété en France. Et cela fait plusieurs fois que la France et le gouvernement français ne répondent pas clairement pour savoir s'ils respecteraient le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Netanyahou. Rappelez-vous de ministres qui parlaient d'une immunité pour un chef d'État qui n'existe absolument pas. Je rappelle par exemple qu'en 2013, la France avait tenté d'interdire Evo Morales, le président bolivien, de pouvoir survoler l'espace aérien français parce qu'il soupçonnait qu'Edward Snowden était dans l'avion. Edward Snowden sur lequel la France a une dette puisque c'est lui qui a révélé notamment l'espionnage massif de la France par les États-Unis. Donc, si vraiment Emmanuel Macron a autorisé Netanyahou à passer sur l'espace aérien de la France, cela veut dire une violation du droit international et des obligations internationales de la France. C'est donc d'une gravité extrême, parce que nous n'accepterons jamais que la France, comme l'extrême droite hongroise de Viktor Orban, comme l'extrême droite états-unienne, ne respecte pas le droit international. Nous n'accepterons jamais que la Palestine disparaisse. Nous n'accepterons jamais le premier génocide filmé de toute l'histoire de l'humanité. Alors, parce que nous avons besoin d'avoir une réponse sur cette question, faites tourner cette vidéo. Emmanuel Macron doit répondre. A-t-il, oui ou non, autorisé un génocidaire sur le territoire français alors que la France devait l'arrêter, et ce, alors que la France n'a toujours pas reconnu l'État de Palestine, n'a toujours pas décidé de sanctions à l'encontre de Netanyahou, n'a toujours pas décidé d'embargo sur les armes et n'a toujours pas agi pour la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et... Bah voilà, Emmanuel Macron il parle, mais il fait rien du tout. Pire que ça, il laisse faire. Et cette histoire d'avion, c'est quoi ça? C'est une dinguerie. Y en a pas un pour lui dire vas-y, passe avec ton avion. Et une fois qu'il est en l'air au-dessus de ton territoire, tu l'interceptes, tu l'arrêtes. Portez-les un peu, c'est bon, vous parlez tous. Oh, regardez, nous on est solidaires, on l'a pas laissé passer. Mais vous auriez pu l'arrêter. Depuis quand on prévient un gars qu'on est censé arrêter, qu'on va l'arrêter
arrêter avant qu'ils viennent sur le territoire. Non, viens, et tu ressors plus. On s'en bat les steaks, on a la bombe nuque ou on n'a pas la bombe nuque. Celui qui est pas content, c'est pareil. Ici, t'es chez nous. Bienvenue en France. Bon, et pour terminer les amis, on a Caroline Yadan qui a voulu faire la maline avec De Villepin. Oh là là, grosse erreur. Non, grosse erreur. De Villepin est beaucoup trop taquin. Je vous remercie, monsieur le Premier ministre. En 2012, une enquête du journal Le Point a révélé que vous aviez pour client le Qatar Luxury Group, fonds d'investissement personnel de l'épouse de l'émir du Qatar. Ma question est donc la suivante. Votre proximité avec le Qatar influence-t-elle votre positionnement politique et ne pensez-vous pas que la calomnie fondée sur l'inversion accusatoire entre le Hamas, mouvement terroriste islamiste et Israël, pays démocratique, contribue à alimenter la haine des Juifs dans notre pays? Merci. En ce qui concerne la dernière question, alors là, je ne saurais trop vous remercier de me la poser et de ce point de vue-là, je dis merci 20 fois. D'abord parce que nous savons aujourd'hui que la question du Qatar ne se pose pas quant à moi, mais nous savons qu'elle se pose quant au Premier ministre israélien et à son entourage. Et nous savons que c'est une des raisons pour laquelle l'offensive judiciaire menée par M. Benjamin Netanyahou a été lancée. C'est la question de l'influence du Qatar sur les décisions prises par le Premier ministre. En ce qui me concerne, je le dis tout de suite, je n'ai aucun lien avec aucun fonds qatari et je n'en ai jamais eu. On voit bien par contre l'intérêt de ceux qui lancent ce type de rumeurs, de les faire prospérer pour discréditer une parole qui, dans certains cas, serait susceptible de déplaire. Cette affaire qui fait la une des journaux israéliens, l'affaire du Qatargate, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a été entendu dans ce dossier. Entendu pendant 2 heures environ par l'unité Lahav 433 qui en Israël est l'équivalent du FBI américain. La question que posent ce matin, en particulier les journaux israéliens comme Haaretz, l'argent du Qatar est-il simplement revenu à ces 3 hommes dont je viens de vous parler ou a-t-il également pu revenir dans les poches de Netanyahou? Le Premier ministre israélien a été entendu comme simple témoin hier, pour l'instant, mais les soupçons sont là, d'autant plus qu'il cherche en ce moment même à limoger le chef du Shin Bet, le chef des services secrets intérieurs israéliens, qui enquête justement sur cette affaire. Eh ben alors, Caro, tu t'y attendais pas à celle-là? T'accuses De Villepin de quelque chose qu'il n'a pas fait, et finalement, c'est la personne que tu soutiens tellement qu'il l'a fait. Faudra que tu nous dises ce que t'en penses. Est-ce que ça te choque? Est-ce que ça te dérange, Caro? Allez, casse-toi pas la tête, on a compris. C'est comme d'habitude. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Like, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, celui-là on l'oublie pas.